Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous préviens direct, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est du très très lourd. Je pense que, enfin, je suis même sûr en fait, j'ai jamais montré un workflow, une automatisation aussi poussée, aussi avancée gratuitement sur YouTube. C'est une automatisation que je vends à 2000 € par mois pour certains de mes clients. C'est une automatisation qui est très poussée, une automatisation IA, vous allez voir, de contrôle de gestion. Donc en fait, on automatise quasiment complètement du suivi logistique, de la data analyse, etc. Et ça a une valeur pour l'entreprise qui est absolument folle, mais je vais tout vous montrer. Donc voilà, je suis super content de vous faire cette vidéo parce que c'est un workflow qui a été peaufiné pendant des mois, une automatisation IA qui apporte une vraie valeur. Et c'est une grosse vidéo que je vais faire qui va durer un peu de temps forcément. Mais voilà, je suis très content de la faire et je sens que vous allez sortir cette vidéo avec une satisfaction assez folle et vous dire que ah ouais, là vraiment c'est assez fou ce que je donne gratuitement là sur cette chaîne. Donc ça va être divisé en deux parties. Dans la première partie, je vais faire une démo du résultat de l'automatisation pour que vous compreniez bien euh, qu'est-ce que ça fait, pourquoi c'est pertinent, quelle est la valeur là-dedans, etc. Donc voilà, une présentation, on va dire, générale du résultat de l'automatisation. Et après, dans une deuxième partie, on rentrera un peu plus dans les détails techniques et je vous expliquerai comment ça fonctionne, comment ça a été pensé, pourquoi ça a été pensé comme ça, pourquoi elle est fiable comme ça, cette automatisation, et donc elle a de la valeur, et donc elle se vend très cher comme j'ai pu le faire avec mon agence. Je vais rentrer dans les détails techniques, les choix qu'on a fait, pourquoi on a fait ça. Il y aura plein d'astuces, plein de choses que vous trouverez, franchement, je pense, que j'ai jamais vu, en tout cas moi personnellement, à ma connaissance sur YouTube. Euh, on va dire des choses aussi avancées, des astuces comme ça qui sont aussi avancées et aussi utiles en fait quand on fait de l'automatisation IA, comme on peut le faire et qu'on veut faire les choses bien. Donc voilà, il y aura cette deuxième partie qui sera un peu plus exigeante, un peu plus technique, mais qui est aussi super intéressante si vous voulez monter en compétence là-dessus. Donc concrètement, si tu es un particulier qui veut monter en compétence en automatisation IA, bon bah cette vidéo est clairement faite pour toi parce que tu vas littéralement apprendre à faire une autom qui se vend plusieurs milliers d'euros et qui est déjà faite, qui est déjà clé en main. On a déjà traité toute la complexité, on a déjà eu toutes les galères, on a déjà tout débugué, mais il y a tout qui marche. Donc tu auras accès à tout ça grâce à cette vidéo. Et si tu es plutôt un entrepreneur, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent, bah, cette automatisation, si tu sais comment la faire ou alors la déléguer à une agence comme nous ou à d'autres, ça va littéralement améliorer toutes tes prises de décision en termes de data analyse, ça va automatiser complètement ton contrôle de gestion. Euh, et comme tu vas le voir après avec la démo, ça va te permettre derrière de faire beaucoup plus d'argent en fait, hein, tout, sans que tu prennes plus de temps puisque tout sera complètement automatisé. Donc dans les deux cas, cette vidéo donc, est faite soit pour le premier type de personne, soit pour le deuxième. Et donc on va commencer tout de suite, on va pas plus blablater. Juste avant ça, donc pour ceux qui me connaissent pas, qui me découvrent avec cette vidéo, donc moi je m'appelle Clément, j'ai confondé il y a 2 ans maintenant une agence IA donc avec Enzo, alors moi j'ai fait HEC Paris de base, je suis plutôt un profil commercial, et j'ai cofondé ça donc avec Enzo qui lui a fait Centrale Supélec, plutôt profil ingé. On a fait un peu plus de 600 000 € de chiffre d'affaires en 2 ans. On a aussi une communauté privée de quasiment 200 membres aujourd'hui où on aide des gens à monter en compétence justement à savoir faire ce type de workflow que vous allez voir qui sont assez bluffants. Donc voilà pour la petite présentation. Donc bon, comme j'ai vraiment énormément de choses à vous montrer, à vous expliquer, je vais parler un peu vite et je vais tout de suite démarrer et je vais pas raconter ma vie parce que vraiment vous n'êtes pas prêts. Je vous dis, vous n'êtes pas prêts avec cette automatisation. C'est l'avenir. C'est ça qui va remplacer des gens. Malheureusement, qu'on le veuille ou non, ça va remplacer ce type d'automatisation va remplacer des collaborateurs qui devront faire autre chose, hein, et c'est pas forcément un problème, hein, ils trouveront d'autres choses à faire, mais là on est vraiment sur quelque chose de très haut niveau en tout cas. Donc bon, on va commencer. Donc pour que ce soit bien clair, je vais commencer par vous montrer le résultat de ce workflow parce qu'en fait, il va y avoir deux workflows ici, deux automatisations IA qui vont, vous allez le voir, aboutir à un certain résultat. Donc celui-ci et celui-ci qui vont se lancer en même temps. Enfin, je vais vous expliquer plus en détail après comment ça fonctionne exactement. Et l'idée de cette automatisation, en fait, on va se retrouver donc sur une base de données comme celle-ci. C'est une automatisation, donc on va utiliser globalement N8N, donc notre outil d'automatisation qui est, bon, à notre avis, le meilleur sur le marché de très loin quand on veut faire des choses un petit peu poussées, un petit peu avancées, et donc forcément qui sont beaucoup plus utiles, parce que c'est toujours la même chose. Donc on a besoin d'N8N, on a besoin de Sheet, on va avoir besoin de quelques modèles de langage au cours de l'automatisation, mais globalement on n'a pas besoin de grand chose et ça va être vraiment en fait une automatisation financière, ce que j'appellerais une automatisation enfin un petit peu administrative aussi, administrative, opérationnelle, financière. Ça va fusionner plusieurs thèmes on va dire, mais la grande idée en fait de cette automatisation, c'est que tous les business, et là dans notre exemple on va prendre un exemple d'un client qu'on a tout simplement sur cette automatisation.
Alors bien sûr, j'ai anonymisé, etc., les données pour que vous ayez toutes les données, mais ce sera vraiment un exemple concret, réel, donc d'un client existant. Donc vous aurez des vrais chiffres, des vrais ordres de grandeur, etc. Ici, ça va être un restaurant, mais bon, globalement, tous les business en France ont des coûts, ont des factures, donc des factures fournisseurs, un certain nombre de coûts, et puis ils ont des choses à vendre, et évidemment, il faut qu'ils vendent plus cher que ce que ça leur coûte, sinon ils sont pas rentables et ils font faillite. Le problème, c'est que pour suivre tout ça, quand on commence à avoir un petit peu de volume, pour savoir les coûts, combien, donc là, en l'occurrence, pour un restaurant, c'est quoi notre coût produit, c'est quoi notre marge sur les entrées, sur les plats, sur les desserts, etc. Quand on veut vraiment avoir du détail, avoir de la donnée, et pour pouvoir derrière prendre des bonnes décisions et pour voir si on gagne de l'argent par vente ou si on n'en gagne pas, bah, tout de suite, ça commence à être plus compliqué. Donc on peut embaucher des gens pour faire ça, mais ça coûte très cher. C'est extrêmement compliqué à pointer à la main, puis il y a plein d'erreurs, etc. Donc ça marche pas du tout. Donc en fait, là, ce qu'on va faire, nous, dans cette automatisation, la grande idée de cette automatisation, c'est qu'on va avoir un certain nombre de factures tous les mois, qu'on va aller mettre dans un drive, donc dans nouvelles factures ici. Et automatiquement, en fait, on va avoir, donc là, c'est vraiment le résultat final, après j'entrerai dans les détails, hein, mais automatiquement, on va avoir, donc vous voyez, toutes ces feuilles sheet qui vont se remplir automatiquement pour tous les mois, etc., avec un certain nombre de choses qu'on va review ensemble pour bien comprendre comment ça fonctionne. Mais là, tout ce que je suis en train de vous montrer, quasiment tout, il y a quelques exceptions, vous le verrez, tout ça, ça a été rempli automatiquement. Voilà, donc imaginez si toutes ces choses-là, il lui fallu des humains pour remplir toutes les données, donc chaque produit, etc. Donc en fait, on va avoir des factures qui ressemblent, ici dans notre exemple, parce qu'on va prendre l'exemple de la restauration, des factures qui sont, vous voyez, des grosses factures avec beaucoup de coûts, beaucoup d'informations, beaucoup de lignes, etc. Donc ça va vraiment être un peu le modèle de la facture. Et ce que va faire notre automatisation, c'est qu'elle va décortiquer en fait toutes les dépenses. Donc ici, par produit, mais bon, là on est dans la restauration, mais vous comprenez qu'en fait cette automatisation elle est complètement généralisable. Là on a fait la restauration, mais tous ceux globalement qui vendent des trucs, ce qu'on est en train de montrer est pertinent. Parce que, je sais pas, moi si vous êtes dans le BTP, vous avez aussi des fournisseurs, parce que vous allez acheter vous n'allez pas acheter des carottes, mais vous allez acheter de la brique, par exemple. Donc en fait, ça marche exactement de la même manière. Si vous êtes une boutique e-commerce, bah, c'est pareil. Si vous vendez des choses, vous êtes un tailleur, vous vendez des produits, vous vendez même des services, vous allez avoir différents types de services, vous allez avoir des coûts logiciels, enfin c'est exactement la même chose. Donc cette automatisation aussi que je vous montre, elle est complètement généralisable à quasiment tous les secteurs et toutes les entreprises de France. Donc c'est pour ça aussi qu'elle a une valeur folle, et c'est aussi pour ça qu'on a hésité à la partager sur YouTube, parce que en vrai, là je vous montre vraiment quelque chose qui a énormément de valeur. Donc voilà, donc on va décortiquer en fait toutes ces factures, et il y a tout qui va se traiter automatiquement. Donc en fait, la feuille facture traitée ici, on va avoir ensuite, une fois que tout sera fait automatiquement, on va avoir toutes les factures qui vont s'ajouter. Dans les données brutes, on va avoir toutes les lignes de la facture qui vont s'ajouter. On va avoir pour une synthèse mensuelle, les détails par mois, etc. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Et surtout, là, si on se focalise pour l'instant donc sur le résultat, sur la facture traitée et données brutes, ce qui est assez fou, c'est que vous pourriez vous dire, hein, oui, mais là, est-ce qu'il ne va pas y avoir des erreurs? Quand même, il y a beaucoup de factures. Là, vous voyez que dans notre exemple, on a l'exemple de notre client, il a mis 288 factures, par exemple, pour commencer. Donc ça fait un sacré paquet de factures. Et donc on pourrait très vite se dire, ah oui, mais qu'est-ce qu'on fait s'il y a des erreurs? Est-ce que vraiment là le système, quand il va récupérer chaque ligne de la facture, bah, toutes les lignes elles sont justes? Est-ce que les montants y correspondent? Les prix, est-ce que c'est fiable? Est-ce que ça se mappe bien, etc. C'est la première inquiétude qu'on peut avoir avec ce genre d'automatisation. Et là, en fait, ce qui est assez fou avec notre système, et c'est pour ça qu'il est vraiment, vraiment, et on est vraiment très fiers en tout cas chez Zenithia, c'est qu'on est sur une fiabilité à 100%. Voilà, je vais vous montrer après, parce qu'il y a plein de mécanismes en fait de vérification qu'on a mis en place, qu'on a mis du temps, hein, qu'on n'a pas fait comme ça en 3 jours. Hein. On a mis du temps, on a testé, on a débugué, etc. Mais on arrive en fait à une fiabilité qui est absolument folle, de 100%, où tout est juste. S'il y a un problème à un moment donné, on le saura tout de suite et on pourra le régler très rapidement. Et c'est ça qui fait que cette solution est fiable. Parce qu'en fait, et c'est un peu le souci qu'on a parfois dans des automatisations qu'on peut voir sur YouTube, etc., qui peuvent paraître parfois sympas, mais en fait, dans les faits, elles sont fiables à 85-90%. Et on peut se dire que c'est pas mal. Mais là, pour le coup, une automatisation qui est fiable à 90%,
dans notre cas, ici, c'est pas assez. Il faut qu'on ait 99-100% de fiabilité, parce qu'on est sur des données financières. Donc, on ne peut pas se permettre à ce qu'il y ait des écarts dans les coûts, dans les recettes, parce que derrière, ça va se répercuter sur les chiffres. Et si on n'est pas au courant qu'il y a ces écarts, bah, notre client va prendre des mauvaises décisions basées sur des chiffres qui sont faux. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose qui n'est pas fiable à 99-100%. Et c'est justement ce qu'on a réussi à faire avec différents mécanismes que je vais vous partager, en fait. Donc voilà un petit peu le résultat. Je pense que vous avez un petit peu compris en tout cas sur automatiquement. Donc on va avoir toutes les factures qui vont s'ajouter. On va avoir toutes les données brutes de chaque ligne de la facture qui va s'ajouter. Donc ça ok c'est clair. On va avoir une synthèse mensuelle ici qui donc répertorie les coûts par produit dans nos factures, le coût total des entrées, ici le coût total des plats, le coût total des accompagnements, le coût total des desserts, etc. Et évidemment ensuite on va pouvoir faire un graphique, mais ça je vous en parle juste après parce que ça peut aider à la data analyse. Donc on a une synthèse par mois qui va s'ajouter automatiquement. Et si après on va dans le détail des mois, et c'est là vraiment qu'on va voir toute la plus-value de ce type d'automatisation. Ici on a en fait un tableau qui va, ce qu'on appelle un tableau de standardisation ici et de répartition, où ici, donc mon client c'est un restaurant, donc forcément il achète des courgettes, des tomates, des concombres, etc. Bon, nous, sur la ligne de la facture, souvent quand vous achetez une facture, vous n'avez pas écrit courgette, vous avez écrit courgette 14 sur 21, 5 kilos et faire machin. Mais nous, dans notre contrôle de gestion, dans notre suivi des données, on s'en fout de ça. On veut juste que ça se standardise et en gros, j'ai acheté des courgettes. Je veux que ce soit associé à mon coût des courgettes. Donc c'est ça que ça veut dire ici. Tout ce qui apparaît dans les factures comme ça, en fait, on les standardise et ça devient des courgettes. Vous allez voir, ce sera utile pour l'automatisation juste après. Ensuite, donc, voilà, on sait tout ce qu'on achète globalement. Tous les produits qu'on achète, on les a. On sait, après, c'est eux qui le savent, donc notre client, combien de pourcents ils utilisent de ces produits en entrée, en plat, en accompagnement, en dessert, etc. Et en fonction de ça, parce qu'on a le coût total, grâce à notre automatisation et le fait qu'on a récupéré toutes les données, on a le coût total, on sait à quel pourcentage ils utilisent les courgettes dans les entrées, et donc on va pouvoir calculer combien on va pouvoir ajouter en fait au coût des entrées la partie des courgettes, et derrière on va avoir des métriques qui sont super intéressantes et qui sont essentielles si vous êtes un business pour suivre la bonne santé de votre business, et qui est donc essentielles pour tous les entrepreneurs en fait. Il va pouvoir avoir le détail de combien lui a coûté ses entrées, combien lui a coûté ses plats, combien lui a coûté ses accompagnements, combien lui a coûté ses desserts, etc. dans le détail. Ce qui est à faire à la main est juste horrible. Donc soit tu embauches plein de gens pour le faire, soit tu ne le fais pas. Et en fait, c'est ce qui se passe. La plupart des entrepreneurs, soit ils ont suffisamment les moyens et ils vont embaucher 2, 3, 4 personnes qui vont s'amuser à faire ce type de contrôle de gestion à la main, et donc regarder tout ce qu'on a acheté, combien de pourcents dans les entrées, et faire des maths comme ça avec une erreur humaine qui est aux alentours peut-être des 10%, je dirais 10-15% d'erreur quand il faut pointer, qu'il faut regarder des centaines de factures. Donc, mais bon, ça, il faut avoir les moyens, surtout en France. Donc, soit il y a des gens qui vont embaucher, et donc il va y avoir 3, 4, 5 personnes peut-être qui vont faire ça avec un système automatisé comme ça, il n'y a plus besoin de personne. Voilà, il faut le dire, il faut être honnête. Donc, ça peut être des économies pour l'entreprise qui sont absolument folles. Avec en plus moins d'erreurs, plus de précision, plus de contrôle. Donc il n'y a que du positif en fait avec ce type de solution. Et donc soit ils le font, ils ont embauché des gens, et il y a une grosse partie des entreprises en France qui juste ne vont pas le faire. Voilà, parce que c'est trop compliqué à faire. Et donc, elles vont jamais faire ce contrôle de gestion. Et donc, en fait, elles seront pas, elles avancent à l'aveugle. La plupart des entreprises en France, voilà, si vous ne me croyez pas, je vous assure que c'est le cas, avancent à l'aveugle. Elles savent à peu près si elles sont rentables, parce qu'elles regardent les données à la fin de ok, bon, on a l'air d'avoir gagné de l'argent ou on a perdu de l'argent, mais elles ne le savent pas dans le détail. Elles savent jamais en général, enfin il y en a beaucoup en tout cas qui avancent à l'aveugle et qui vont pas savoir exactement sur quoi ils ont gagné de l'argent, sur quoi ils ont perdu de l'argent, sur quoi ils étaient juste à l'équilibre. Et donc le fait de pas savoir, c'est dramatique, parce que derrière tu peux pas ajuster en fait ta stratégie commerciale ou autre, ou alors prendre des décisions qui sont pertinentes pour que ça aille mieux, tout simplement. Donc c'est un peu dramatique. Et donc là, ce qu'on fait en fait avec cette automatisation, c'est donc qu'on a tous les coûts ici, et évidemment, nous ici c'est en jaune, ça c'est le client qui va le rentrer, parce qu'a priori nous on ne peut pas savoir, mais on a tous les coûts, mais bien répartis, bien comme il faut, etc. Enfin bien séparés pour qu'on ait vraiment du détail qui soit complètement individualisé. Et après derrière, on va avoir
Donc le client va rentrer ici, bon, il a plusieurs formules, hein, entrée plat dessert, vente à emporter, boisson. Il va pouvoir rentrer son nombre de ventes, son prix de vente unitaire, et donc en un coup d'œil, il va pouvoir savoir son coût unitaire, sa marge unitaire sur chaque formule, et donc il va pouvoir voir typiquement qu'il gagne plus d'argent sur la formule entrée plat dessert que sur la formule entrée dessert. Il va voir sa marge, il va avoir toutes les métriques en fait. Et donc si sur un mois sur l'autre, il se rend compte que oh bah tiens, il a perdu 3 euros de marge unitaire sur son entrée plat dessert, il le saura tout de suite, il pourra aller voir ce qui se passe et il aura aussi le détail des prix de chaque produit, etc. pour voir, parce que c'est ce qui se passe, hein. Parfois il y a des prix qui peuvent monter d'un seul coup liés à des facteurs externes et donc ça impacte ta marge, mais tu t'en rends pas compte. Et du coup, bah, ça va lui permettre de réagir en temps réel. En fait, en fonction de s'il voit que il a perdu 4 euros de marge d'un mois sur l'autre sur ses entrées plat dessert, bah, c'est pas normal, il y a un problème. Et donc, il va pouvoir tout de suite ajuster, prendre les bonnes décisions et redresser potentiellement son business. Bon, parfois, c'est pas forcément dramatique, mais c'est très important. Donc voilà, je pense que vous comprenez la valeur de cette automatisation et à quel point c'est important pour un business. Donc, soit vous êtes une agence ou un freelancer comme moi et vous leur vendez ça, soit vous êtes un entrepreneur et vous mettez en place ce genre de système parce que ça va tout simplement changer votre façon de prendre des décisions et votre business. Donc voilà, on a un certain nombre de métriques ici. Alors après, ici, c'est pas très compliqué, hein, c'est que des formules, c'est que des formules Excel. À partir du moment où on a toutes les données, c'est juste des formules Excel pour remplir les tableaux, c'est des divisions et des multiplications. Donc ça, là-dessus, c'est pas très compliqué. Aussi, autre chose donc sur la démonstration du résultat final avant de rentrer dans les détails techniques de comment on fait pour que tout ça, ça soit complètement automatisé et qu'il y ait vraiment quasiment rien à faire. On va aussi du coup remplir la synthèse mensuelle. Du coup, on regardait le mois de juin là par exemple, mais avec toutes les infos du mois de juin. Et ça aussi, ça peut aider à prendre des décisions parce on peut faire des graphiques. Alors j'ai fait un graphique d'exemple, hein, ça peut être d'autres évidemment, faites ce que vous voulez. Vous pouvez complètement l'adapter en fonction du client. Mais là, on va voir tout de suite, par exemple, la marge qu'il y a eu sur les plats desserts en pourcentage du chiffre d'affaires. On voit qu'on a eu 35% sur le mois de mars. Par exemple, on verrait que sur le mois de mai, ça a beaucoup baissé. Bah, pourquoi ça a baissé? Et ensuite, en général, le patron, celui qui connaît bien son business, il saura pourquoi et il saura s'adapter par rapport à ça. Je bois un petit peu. Ok. Donc, bon, je pense que c'est assez clair là-dessus. Vous voyez bien un petit peu le principe. Autre chose aussi que je vais même vous montrer, c'est la petite fiche fournisseur ici. Ça aussi, encore une fois, c'est automatique, hein. Encore une fois, il n'y a rien qui est fait à la main. Donc imagine s'il y avait des gens qui devaient remplir ça tous les mois, ce serait absolument fou. Donc on a aussi un suivi sur les fournisseurs. Voilà, donc on va pouvoir voir combien nous coûtent nos fournisseurs. Ici, c'est beaucoup de, de magasins, tout simplement, où on va acheter de la nourriture. Mais évidemment, vous, ça dépendrait de vos fournisseurs à vous. Mais on va pouvoir voir voilà, à chaque mois combien ce fournisseur nous a coûté. Ah, il nous coûte plus cher qu'avant. On peut avoir des comparatifs après par rapport aux années, etc. Et donc prendre des décisions, essayer d'aller renégocier des prix parce qu'on voit que ils nous ont, on s'en est pas rendu compte, mais en fait ils ont beaucoup augmenté leur prix. Et donc on leur envoie un message en leur disant qu'ils ont augmenté leur prix et qu'on aimerait renégocier. Là je pense aussi à tous les grossistes, hein. Les grossistes, c'est leur business model, c'est ça, hein. C'est vraiment d'aller négocier tous les prix pour regarder, avoir de la data, négocier des prix pour avoir le moins cher possible et vous revendre le plus cher possible, hein. C'est vraiment leur business model. Donc imaginez ce genre de système, la valeur que ça a pour ce type d'entreprise qui, la plupart du temps, n'a pas automatisé ce genre de choses. Donc, donc bon, c'est assez fou, mais donc on a aussi une fiche de suivi sur les fournisseurs. Et en plus de tout ça, ce qui fait que je vous ai dit tout à l'heure que le système est particulièrement fiable, en fait. Pourquoi enfin, que je vous dis qu'il y avait vraiment une précision qui était folle et qu'on a mis en fait, des mécanismes de sécurité dans cette automatisation qui fait qu'on est sûr des données financières, qu'elles sont correctes et qu'on n'est pas en train de prendre des mauvaises décisions parce que les données sont biaisées. On le sait parce qu'on a mis en place en fait pas mal de mécanismes de sécurité, notamment cette colonne, la différence avec données brutes. Alors je vous expliquerai ça plutôt sur la fin de la vidéo, quand je retrouverai plus dans la partie technique, mais on a des mécanismes d'anti-doublons, comme vous pouvez voir il y a des doublons, donc ce qui fait que ici, parce que le client il peut ne pas faire attention et mettre plein de factures et sans faire exprès il met deux fois la même, et donc si c'est compté deux fois, c'est un problème, parce que ça va fausser les données, donc évidemment ça on le prend en compte, et donc ça va pas être compté deux fois, et donc les données vont être justes, donc c'est une première, enfin c'est une sécurité. On en a d'autres, hein, je crois que c'est dans les données brutes. Oui, voilà, c'est ça. Là, on a deux colonnes de sécurité où on va vérifier que, je vous expliquerai plus en détail tout à l'heure, mais
Si on a un problème en fait sur un produit parce qu'il n'a pas été mis dans notre suivi du mois et donc que probablement il n'a pas été comptabilisé, bah, ça va se mettre en rouge. Donc on va voir tout de suite qu'il y a un problème. Bon là il n'y a pas de problème comme vous pouvez le voir, mais s'il y avait un problème en tout cas on le saurait. C'est ça qui est super important avec ce genre de système et les mécanismes de vérification qu'il faut mettre en place. Justement grâce à cette colonne, on a aussi un mécanisme anti-erreur, on va dire, du client, que si jamais le client, sans faire exprès dans les factures traitées, il supprime des factures et puis il en remet, il fait n'importe quoi parce qu'il s'est trompé, il a fait une fausse manip, etc. Et que forcément ça va un peu casser le système parce que le système il va se baser sur les factures traitées, etc. Et ben on le prend en compte et ça va se mettre en rouge, pareil, il va y avoir des colonnes rouges sur les numéros de facture et donc il va tout de suite voir qu'il y a un problème et donc on va pouvoir le régler en 2 secondes parce que enfin, on va le voir tout de suite et encore une fois on le saura. Donc on a à peu près 5, je crois, on a 4 ou 5 mécanismes de sécurité où on a vraiment pensé à toutes les situations qui fait que ce système il est robuste, il est fiable et il va durer dans le temps. Et j'insiste là-dessus, si vous faites des automatisations IA, il faut que ce soit le cas. Si c'est pas fiable, ça sert à rien en fait. C'est juste pas vendable, ça va. Les gens vont pas l'utiliser, ils vont trouver que c'est pas bien, ils vont trouver que ça marche une fois sur 5. Enfin, c'est pas la peine. Il faut que ça marche tout le temps. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué, il faut faire des efforts en plus, mais une fois qu'on les a mis en place, ça apporte énormément de valeur à l'automatisation. Ok, donc je pense que j'ai fait un peu le tour du résultat qu'on obtient à la fin. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo et on va voir comment on fait concrètement pour remplir tout ça automatiquement, pour que tout soit géré, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, que tout fonctionne, qu'il n'y ait pas du rouge partout, que voilà, comment c'est possible. Je vais vous montrer dans les détails. Je vais essayer de simplifier, enfin voilà, comme d'habitude, un petit peu de vulgariser, de bien vous expliquer pour que vous compreniez, parce que moi je suis très attaché à la compréhension et je pense que si on veut faire des bons systèmes, il faut vraiment comprendre ce qu'on fait. Donc voilà, je vais vraiment vous expliquer du mieux que je peux et en fait je vais carrément refaire une démo avec un exemple un peu simplifié pour que vous compreniez exactement comment ça fonctionne et on va faire ça, donc on va lancer les workflows là-dessus. Alors pour l'exemple, du coup, ce qu'on va faire, pour que vous compreniez bien, c'est qu'on va prendre un autre sheet qui est vide. Donc c'est exactement le même que celui qu'on vient de voir, hein, sauf que lui, il était complètement rempli avec des vraies données en fait de mon client. Bon, j'avais un peu modifié hein, les ventes pour que vous n'ayez pas exactement ces marges et tout. J'ai un peu changé là, les trucs à la main, ce que j'aurais pas dû faire hein, normalement, mais j'ai un petit peu changé les valeurs ici de vente pour que vous n'ayez pas exactement ces chiffres, même si bon, vous ne savez pas qui c'est, donc c'est pas problématique. Mais globalement, voilà, tout était déjà rempli sur un échantillon extrêmement élevé de 300 factures. C'est aussi pour vous montrer la robustesse du système et que même quand on met 300 factures, ça marche bien. Hein. C'est aussi pour vous montrer que ça marche à l'échelle. Donc là, bon, pour simplifier un petit peu pour la démo et pour vous expliquer comment ça fonctionne, on va faire un exemple réduit. Donc on a exactement le même tableau, mais cette fois-ci qui est vide. Ouais, donc on a rien dans facture traitée et dans données brutes. Et on va voir comment reconstruire ça. Voilà, donc c'est parti. Ok, donc on va dans notre drive ici. Donc ça c'est, en fait on va se faire passer pour le client. Qu'est-ce que fait les clients concrètement? Ce que fait le client, c'est qu'il va dans nouvelle facture. Voilà, il a envie de faire son contrôle de gestion sur le mois, il va rajouter ses factures sous format PDF. Donc on va dans nouvelle facture et là pour l'exemple, je vous ai pris 5 factures. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Voilà, je prends 5 factures et on va tout simplement les ajouter ici. Donc ça va vous permettre en même temps que je vous montre un petit peu la facilité d'utilisation et que en fait c'est pas si compliqué que ça à utiliser. Enfin c'est même très simple à utiliser, c'est le but. Hein. Les automatisations, il faut que ce soit le plus simple à utiliser, sinon encore une fois ça a moins de valeur. Donc on met ces 5 factures. Globalement là le client à partir de là il n'a plus rien à faire. Et on va pouvoir lancer notre workflow. Alors normalement là je l'ai désactivé pour l'exemple et pour la vidéo. Normalement évidemment il est en actif. Et vous voyez qu'ici, on a un schedule trigger. Donc, en gros, ça va lancer l'automatisation toutes les 15 minutes. Donc, on n'a pas besoin à la main de lancer l'automatisation. Donc là, pour l'exemple, je vais le lancer à la main. Puisque je viens de rajouter les factures, ce sera plus simple pour suivre la vidéo. Donc, je vais tout simplement exécuter le workflow. Donc, vous voyez que c'est en train de se lancer. Donc, ça, c'est le workflow principal. Vous allez voir qu'il y a un sous-workflow après qui va se lancer aussi, à partir d'ici. Et en fait, ce qui va se passer, vous allez le voir, donc il y a 5 factures. Donc realement, ça va se faire assez rapidement. Je ne vais même pas mettre pause sur la vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder. Mais normalement, ce qui va se passer, hein, si mon système fonctionne bien, donc je suis très confiant dans le système, donc ça va marcher, vous inquiétez pas. Petit à petit, en fait, les factures vont se rajouter ligne par ligne et on va avoir tous les produits des factures qui vont aussi se rajouter dès que la première facture sera traitée. Donc là, vous voyez qu'il est encore en train de traiter. En fait, là, il est ici.
Je ne sais pas exactement où il en est, mais il est ici. Et, et après, une fois que ce sera fini, il va rajouter une ligne. Alors pour montrer un petit peu le début du workflow, comment ça fonctionne, etc., il y a deux petites subtilités au début, voilà, qui sont des choses que je vous conseille de faire, en tout cas pour améliorer la robustesse et la fiabilité de vos systèmes. C'est toujours la même chose. Ce qu'on fait au début du workflow, ici, il y a marqué exécution concurrente. En fait, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas plusieurs exécutions NVTen qui se lancent en même temps. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'avec ce nœud, on va récupérer les 3 dernières exécutions, et puis on va regarder si, vous voyez, c'est ce que j'ai mis ici. Donc si elles sont, on va regarder si elles sont bien finies en fait, les 3 dernières exécutions. Et si elles sont bien finies, donc vous avez juste à mettre la même chose que moi, vous pouvez mettre pause sur ma vidéo, mais bon, je vous explique quand même pourquoi on fait ça. On regarde si les 3 dernières elles sont bien finies, et si elles se sont bien finies d'exécuter, dans ce cas-là, on va continuer. Et si c'est false et donc il y en a une qui est encore en cours, on va arrêter le workflow. Pourquoi on fait ça? Parce que on a trouvé, enfin surtout si on met beaucoup de factures en même temps, que le client il balance 300 factures, etc. en même temps, on préfère avoir une exécution à la fois et pas plusieurs exécutions en même temps. Parce que ce qui pourrait se passer, c'est qu'il y a une première exécution qui met 15 minutes, 20 minutes à se faire, parce que parfois les factures elles sont vraiment très grandes, donc ça peut prendre du temps à extraire toutes les données. Et donc, comme on a mis sur les 15 minutes, il y en a une autre qui peut se lancer avant que l'autre ait fini. Et donc, il y a un peu plus de risque qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des bugs, etc. Que N8N s'en mêle un petit peu. Donc, pour éviter ça, on fait ça. On fait en sorte qu'on n'ait pas d'exécution concurrente en même temps et qu'on fasse une exécution par exécution. Et ça ne lancera pas une autre exécution tant que la première n'est pas finie. Donc, vous avez juste à faire ça et ça va fonctionner. Ensuite, ce qu'on fait de façon très simple. Alors, déjà, pendant que je parle, on va aller voir un petit peu si ça c'est. Voilà. Donc on voit que pendant que je suis en train de parler et de vous expliquer un petit peu le début du workflow, on a déjà 2 factures qui ont été traitées, 3 factures qui ont été traitées. Alors c'est normal que ce soit en rouge, c'est parce qu'il faut défiler les formules ici. Je le verrai après. Je vous montrerai après pourquoi on fait ça. Mais vous voyez que voilà, il y a déjà les produits qui sont en train. Donc c'est magique. Hein. Vous voyez, j'ai absolument rien fait. Je suis en train de vous parler et j'ai des factures qui s'ajoutent. J'ai tout qui se met bien. Vous allez voir que les données, elles seront justes parce que en fait, je le vois. Je peux le voir dans facture traitée. Je vois déjà que les données sont forcément justes et que tout a l'air très cohérent. Donc c'est voilà, comme je dis, ça paraît magique. Bon, en réalité, c'est pas magique. Hein. Il y a un gros travail derrière. Mais voilà ce que ça fait concrètement. Et évidemment, donc on a déjà des factures qui ont commencé à être ajoutées, on a les données brutes qui sont ajoutées et ça va le faire aussi donc sur la bonne date. Donc là, si on regarde les dates, on est en 0,5. Donc en fait, ça va aussi mettre à jour ici des données, ça va commencer à mettre des coûts comme vous pouvez le voir. Donc ça remplit bien tous les tableaux comme on voulait initialement. Ça commence à remplir des coûts, etc. Donc c'est parfait, hein, ça fonctionne. Hein, je ne viens pas de me ridiculiser en direct, tout va bien. Et maintenant, on va vraiment essayer de comprendre comment ça fonctionne en détail. Donc ce qu'on fait, bon, c'est encore en train de s'exécuter, après ça va se finir, hein, vous inquiétez pas, il en reste plus que 2, puisque j'ai mis que 5 factures. Donc, pendant que ça tourne, ce qu'on fait, donc, on regarde s'il y a des exécutions concurrentes. Ensuite, on récupère les factures à traiter. Donc ici, c'est un nœud assez classique où on va chercher du coup les factures que j'ai ajoutées dans le drive, nouvelle facture, tout simplement. Donc on récupère les fichiers. On garde que les PDF. Ici, c'est un filtre, only PDF. Donc voilà, vous faites ça et comme ça, vous gardez que les PDF. Parce que bon, on a fait notre système pour que ça marche avec des PDF. On pourrait faire autrement, mais on trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique à utiliser. Là, on met une limite de 5 factures maximum. On ne veut pas traiter plus de 5 factures à la fois dans une exécution. Encore une fois, c'est pour des soucis de bon voilà, s'il en met 300 d'un coup, ça peut poser des problèmes, il y a plus de risques de bugs, etc. Le N8, même N8N, si vous n'avez pas des, nous on self-host sur nos propres serveurs, mais ça pourrait, si vous n'avez pas beaucoup de RAM, etc. Enfin, ça pourrait planter, ça peut poser des problèmes techniques. Donc on limite, on fait 5 par 5 et ça va très bien parce que de toute façon ça c'est un truc qui va beaucoup se faire pendant toute la journée, au fil de la nuit. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir la donnée 5 minutes après quoi. On n'est pas pressé pour avoir cette donnée là. En tout cas pas à un jour, 2 jours, 3 jours près. Et donc on préfère les faire 5 par 5, comme ça on minimise tous les risques. Donc ça c'est encore une fois une très bonne pratique que je vous recommande de faire. Quand vous avez des gros volumes à traiter, faites-les petit à petit, ça fonctionnera beaucoup mieux et ce sera beaucoup plus fiable et vous aurez beaucoup moins d'erreurs et beaucoup moins de bugs.
Bon, là, c'est un petit détail. Ici, le monitoring, execution data. euh, Très simplement, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Ça va me permettre, parce que là, si vous voulez, comme l'automatisation, elle va se lancer toutes les 15 minutes. Après, moi, quand je vais dans exécution, ça veut dire que ça va se lancer, je vais avoir tout le temps des exécutions. En fait, enfin, toutes les 15 minutes. Donc, vous imaginez, tous les jours, etc., ça va en faire énormément. Alors que la plupart du temps, les exécutions, elles vont s'arrêter très vite parce qu'il n'y aura pas de nouvelles factures. Enfin, le client, il ne va pas s'amuser à mettre des nouvelles factures toutes les 15 minutes. Il va le faire peut-être, allez, 2 fois par mois et tout le reste du temps, il ne va pas le faire. Donc, si on fait pas, si on rajoute pas ici et qu'on désactive pas quelque chose dans Setting, donc en particulier c'est ici, Do Not Save, Save Successful Production Execution, là il faut mettre sur Do Not Save. Donc si on ne fait pas ça, on va juste avoir plein d'exécutions qui ne servent à rien dans notre dossier ici. Et donc pour le suivi, ce qu'on fait, c'est qu'on les désactive de base et on enregistre que à partir du moment où il a trouvé des factures. Et donc comme ça, s'il y a des bugs, on retrouvera beaucoup plus... Bon, normalement, il n'y a pas de bug, hein, comme vous pouvez le voir, mais s'il y a un problème, on retrouvera beaucoup plus facilement l'exécution, on n'aura pas à la chercher dans tout le menu. C'est des détails, mais c'est des détails de suivi et de gestion client pour que tout se passe bien. Ok, ensuite, on va vraiment commencer à rentrer... Donc apparemment, tout est fini là, c'est bon. Donc tout est fini, donc on va juste aller vérifier. Donc là, comme j'ai fait tout à l'heure, on va tirer la formule pour pas qu'il y ait tout qui soit en rouge. Je vous expliquerai à la fin de cette vidéo pourquoi on fait ça. Bon, il y en a quand même quelques-uns qui sont en rouge, et ça vous allez voir que c'est notamment nos mécanismes de vérification qui font ça. Et si on va dans facture traitée, on a bien les 5 factures, donc j'avais dit que j'avais mis 5 factures, et on en a bien 5. Donc là-dessus, il n'y a eu aucun souci, donc tout a bien marché, donc on va pouvoir continuer l'explication du workflow. Alors du coup, j'en étais là. On en était donc au traitement des factures. Donc on a récupéré les factures dans le drive. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que une fois qu'on a récupéré la facture, donc il y a une nouvelle facture, on la bouge ici en cours de traitement. Ça c'est pareil, vous n'avez pas besoin vraiment de comprendre pourquoi on fait ça, mais c'est pour faciliter le suivi si jamais il y a des problèmes, etc. Donc quand elle était dans nouvelle facture, à ce moment-là, elle passe en facture en cours de traitement. Bon là, elle n'y est plus parce que maintenant, comme l'automatisation est terminée, elle est en facture traitée. Donc ça, c'est ce qui va se passer tout à la fin. Mais donc voilà, ça sert à faire ça. Et d'ailleurs, on le voit ici, hein, c'est vraiment la toute fin de l'automatisation. Non, c'est ici, pardon. Move file to facture traitée. Donc ici, on l'a mis en cours de traitement. Et une fois que tout sera terminé, on mettra dans facture traitée, dans ce que je viens de vous montrer. Ensuite, là, on a une loupe. Donc, alors c'est quoi une loupe? Pour ceux qui ne savent pas, ça peut être très utile. En fait, de base, N8N, si vous ne mettez pas de loupe, et c'est ce qui se passe en fait ici, vous voyez qu'il y a 5 items, 5 items, il va transmettre les informations en largeur, c'est-à-dire qu'il va transmettre les 5 en même temps. Donc là, on a récupéré les 5 factures, ABCD, E, etc. ABCDE, il passe là, ABCDE, il passe là, 5 par 5. Quand vous faites une loupe, vous n'allez pas traiter les items en largeur, vous allez les traiter en profondeur. Ce qui veut dire que vous allez les prendre un par un, en fait. Et donc là, ce qu'on fait ici, c'est qu'on prend facture par facture. On a pris 5 factures au début, et ensuite on va traiter une facture. On va la traiter en entier ici, on va lancer tout ça, vous allez voir après. Une fois que c'est fini, on va passer à la deuxième. Et on va pas les faire les 5 en même temps. Encore une fois, c'est pour des soucis de fiabilité, pour éviter les bugs, pour que ce soit robuste, pour que ça marche tout le temps. Ça permet d'améliorer un petit peu le système, soit plus clean, plus fluide, de façon générale. Donc c'est pour ça qu'on met une loupe ici, c'est ce qui va nous permettre de faire facture par facture. Et en fait, on voit ici que si ça a marché, successful, vous voyez ici, on continue. Et s'il y a une erreur, ça va pas passer à la suite en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait une loupe. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on fait ça et comment vous faites. Hein. Vous avez juste à faire ça, à mettre la même chose que moi et vous aurez créé votre loupe. Ensuite, on va rentrer donc dans le sous-workflow, donc le sub-process. Donc en fait, c'est quoi un sous-workflow pour ceux qui ne sauraient pas? C'est le workflow principal, donc vous avez vu que c'est ça que j'ai exécuté. Et quand on arrive à ce moment-là de l'automatisation, ça va déclencher automatiquement un autre workflow. Ici. Il y en a beaucoup, en fait, quand ils font des automatisations NBTN, ils essayent de tout mettre sur le même, ici, là, sur la même interface. Mais parfois, ça peut poser des problèmes et tout. C'est un peu moins clean, encore une fois. Donc nous, on préfère, quand c'est possible et quand c'est pertinent, mettre des sous-workflows ici pour que quand on arrive là, ça va déclencher ce sous-workflow. C'est plus efficace en général pour avoir des choses qui tiennent bien aussi à l'échelle. Donc voilà, et donc là, on va vraiment rentrer dans le dur de l'automatisation, puisque c'est ça qui se passe une fois qu'on a récupéré la facture, on va aller extraire toutes les informations. Et vous allez voir que c'est
c'est pas la première fois, ça peut paraître un peu compliqué. En réalité, quand on s'y penche bien, qu'on regarde un peu en détail, etc., c'est pas si compliqué que ça. Mais il y a quand même pas mal de choses à faire, en fait, pas mal de données à traiter, à reconfigurer, etc. Et c'est tout ce que je vais tenter de vous expliquer pour qu'à la fin, on ait vraiment quelque chose, comme je vous ai dit, de fiable, qui fonctionne tout le temps et qui est vraiment utile. Ok, alors juste avant que je rentre dans le détail de ce gros workflow donc on vient de voir juste ici, je vous parle une minute de mon écosystème privé parce que je pense que ça peut en intéresser pas mal d'entre vous. Donc j'ai créé un écosystème, donc une communauté donc, qui est quasiment à 200 membres aujourd'hui, où on peut facilement donc monter en compétences et en connaissances sur l'automatisation IA, donc justement apprendre à faire ce type de systèmes qui sont voilà, très aboutis, très fiables, de très grande qualité et qu'on va pouvoir vendre plusieurs milliers d'euros aux entreprises. Donc ça c'est le cas en tout cas si tu es un particulier qui veut tirer profit tout simplement de l'opportunité de l'IA, de l'automatisation, c'est ce genre de système d'infrastructure qu'on va construire. Et dans l'écosystème, tu as absolument tout pour le faire avec d'autres, des dizaines de membres. Tu vas pouvoir aussi t'associer, sous-traiter des missions donc, avec les 200 membres. Tu as donc plein de modules sur tout ce qu'il faut savoir donc, pour vendre de l'IA de façon générale. Donc avec plus de 50 heures de contenu, rien que dans la partie technique, comme tu peux le voir, les automatisations qu'on met à disposition dans l'écosystème, c'est du même acabit que ce que je suis en train de te montrer en ce moment dans cette vidéo, donc c'est du très très lourd, donc tu vois il y en a des dizaines, chaque automatisation se vend 2000, 3000, 4000, 5000 euros, voire plus. C'est très avancé, voilà, c'est très sérieux. Il y a aussi toute la partie vente qui est traitée, toute la partie data, toute la partie confidentialité, hébergement des données. Enfin, c'est vraiment un écosystème complet qu'on ne cesse d'améliorer depuis plus d'un an maintenant. Donc ça peut vraiment t'intéresser en tout cas si tu es particulier. En tout cas si ça t'intéresse, tu as un lien dans la description pour prendre un appel pour qu'on te montre tout en détail et que tu vois si c'est fait pour toi ou si c'est pas fait pour toi. Et si j'en profite aussi là sur cette petite minute, si tu es une entreprise, donc des workflows comme ça, on en a fait sur les 2 dernières années pour des dizaines de clients. Donc si tu n'as pas envie de t'occuper de tout ça, de créer tous ces systèmes, de tout réfléchir, tout bien penser comme nous on peut le faire, mais que tu veux automatiser tes process pour gagner des milliers d'heures par an et gagner aussi beaucoup d'argent, économiser, restructurer, exposer tes marges, tout ça. Tu as aussi un lien en description pour prendre un appel avec Zenitia, donc avec ma société, pour qu'on voit si on peut t'aider à mettre en place des systèmes. Donc ici, pour le contrôle de gestion, pourquoi pas, mais pour tout type de système, puisqu'on sait tout faire, on fait du sur-mesure. Donc ça peut être des automatisations sales, des automatisations administratives, des automatisations de comptabilité, des automatisations LinkedIn. On est à vraiment une grosse expérience. Donc on est capable de faire plein de choses. Donc il ne faut surtout pas hésiter à être curieux, à prendre un appel. Et on peut en parler en tout cas dans les deux cas. Voilà, et évidemment, oui, dernière chose aussi pour ceux donc, qui sont plutôt qui aimeraient monétiser cette compétence de l'IA d'automatisation des workflows. Dans mon écosystème, vous avez, pour toutes les automatisations que je présente, vous avez les blueprints. Donc les blueprints, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas? Tout simplement, vous allez pouvoir importer directement les workflows tout faits dans votre N8N. Autrement dit, là, tout ça, vous aurez juste à appuyer sur importer ici et vous allez pouvoir tout importer en fait directement dans votre N8N. Donc tout sera fait, les connexions, tous les nœuds, etc. Vous n'aurez plus qu'à les personnaliser. Donc forcément, c'est un gain de temps absolument monstrueux pour ce genre d'automatisation. Alors que si vous n'êtes pas partie de mon écosystème, vous devez être capable, avec mes explications, et vous voyez que j'explique vraiment tout en détail pour que vous soyez capable quand même de le refaire. Donc si vous n'avez pas les blueprints, vous devez tout refaire à la main. Et c'est pour ça que je prends la peine dans cette longue vidéo de tout expliquer. Mais si vous rejoignez l'écosystème, vous aurez déjà tout qui est prêt pour des dizaines d'automatisations similaires, ce qui représente une valeur absolument folle. Voilà. Donc c'était le petit aparté, la petite digression. On va revenir dans le vif du sujet et expliquer un petit peu cet énorme workflow. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez ici, download the file. Je vais peut-être un petit peu zoomer, vous voyez mieux. Ok. Donc ici, ce qu'on fait au début, tout simplement, c'est qu'on télécharge les factures. Voilà, donc on télécharge les factures. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va les convertir en base 64, parce que de base, en fait, N8N aime bien faire du binary, comme vous pouvez le voir ici. Et ça, en fait, ça va un peu nous embêter, parce que dans la suite de l'automatisation, en fait, ce sera plus simple que ce soit en base 64 parce que quand vous voyez un petit peu l'output que ça fait, ça crée vraiment une sorte de texte ici, qui est incompréhensible pour nous, bien sûr, mais pour un ordinateur, c'est complètement compréhensible et on va pouvoir tout de suite donner le texte en fait
dans la suite de l'automatisation, dans les nœuds qui vont suivre directement, alors que si on laisse en binary, bah, parfois avec N8N c'est pas automatique, et donc il faut rajouter du code, un petit peu des nœuds de code pour convertir le fichier, pour qu'ils comprennent bien le fichier, etc. Donc bon, c'est un peu plus embêtant. Donc pour simplifier la suite, pour que ce soit un peu plus fluide, on convertit tout de suite en base 64. Donc vous avez juste à faire ça et vous aurez votre donnée qui est bien convertie. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir récupérer, comme vous pouvez le voir ici, les fournisseurs et aussi d'autres infos générales, donc on va voir par la suite. Donc comment on fait pour récupérer le fournisseur? Alors première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre sheet et on va aller chercher des exemples de fournisseurs. Alors ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on va dans notre tableau fournisseur et on va récupérer ça, ici. En fait, qu'est-ce que je récupère? Je récupère des exemples de noms de fournisseurs, donc, parce qu'en général, le client connaît ses fournisseurs et il n'a pas non plus 350 fournisseurs différents, enfin il les connaît, enfin c'est une liste finie, donc on peut les répertorier. Et on va mettre aussi des exemples de numéros de facture qui sont associés à ces fournisseurs. Parce qu'en général, par exemple, Métro, bah, la tête des numéros de facture de Métro, elle ressemble à ça. Donc avec tant de numéros, le tiré au milieu, etc. Et etc. pour tous. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, ça va nous servir plus tard à donner, parce qu'on va utiliser des modèles de langage, on va utiliser de l'IA là-dedans, notamment le modèle de vision de Gemini, donc de Google, pour pouvoir aller extraire toutes les données. Et donc ça va l'aider justement à ne pas se tromper, à aller chercher les bons numéros, à ne pas s'en mêler, etc. Parce qu'on va lui donner un exemple directement. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on fait ça ici. Donc on récupère ici le tableau. Donc ça c'est parfait. Alors ensuite ici on a deux nœuds, je vais vous expliquer rapidement ce que ça fait. Ce qui se passe en fait quand vous récupérez des infos dans des données comme ça dans Google Sheet, c'est qu'elles se mettent, comme vous voyez, avec une mise en forme qui est un petit peu dégueulasse. Vous voyez que là il y a marqué colonne 1, colonne 2, colonne 3. Bon, c'est pas très. Ça va être un peu chiant par la suite pour bien mapper les données, les mettre au bon endroit, utiliser que ce dont on a besoin. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on rajoute, pour un peu modifier cette mise en page là de sortie qui est un peu dégueulasse, on utilise un petit nœud ici, petit code. Bon, vous pouvez mettre pause et le reprendre tel quel, mais de toute façon, vous pouvez aussi demander à l'IA. Pour faire ce code, on a clairement demandé à l'IA parce que c'est juste de la restructuration. Et en fait, si vous faites ça, vous voyez que de base, on avait ça, donc un tableau comme ça, un peu tout moche. Et en mettant ce petit code ici, on se retrouve avec ce tableau-là. Donc où les colonnes, elles sont bien. Voilà, fournisseur, nombre de commandes, montant total, exemple, numéro de facture. C'est mieux structuré et donc ça va être plus pratique derrière pour la suite de l'automatisation. Et ensuite, une fois qu'on a ce tableau qui est mieux fait, ici ce petit nœud, donc vous pouvez encore une fois recopier la même chose que moi, mais on avait un tableau en fait où on avait 4 colonnes, mais dans ces colonnes il y avait notamment le montant total hors taxe. Il ne nous intéresse pas vraiment en fait. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est les noms des fournisseurs et les exemples des numéros de facture associés aux fournisseurs, parce que c'est ce que va avoir besoin notre modèle de langage dans la suite pour aller choper le bon numéro sur les factures. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute ça pour que derrière, en sortie, on ait que ces deux colonnes et qu'on n'ait pas les colonnes qui servent à rien. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Et ensuite, on aggregate. Donc on aggregate, pourquoi on fait ça? Parce que ici, donc là, vous voyez que j'ai deux colonnes, mais en fait, elles sont individualisées. Or, encore une fois, n'oubliez pas qu'on va utiliser un modèle de langage derrière. Donc c'est comme quand vous utilisez ChatGPT ou Gemini, etc. Vous lui mettez du texte, en fait, en général. Vous essayez de lui mettre des gros blocs. Donc là, nous, pour simplifier les choses, encore une fois, on va agréger toute cette donnée qui est séparée pour que ça fasse un gros bloc. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça ici qu'on va agréger, en fait, tout simplement. Et pour qu'on puisse donner comme ça l'exemple, en fait, on va pouvoir donner ça ici, là, ce qu'on a eu ici, là, ce tableau, si vous voulez, on va pouvoir le donner directement, le glisser comme ça et le donner dans N8N. Si vous avez un peu utilisé N8N, je pense que vous voyez de quoi je parle, et le glisser et donner tout à notre modèle de langage. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Donc ça, c'est vraiment de la restructuration de données. Voilà, donc ça c'était juste pour récupérer en fait les exemples des numéros qui sont associés aux fournisseurs, des numéros de facture qui sont associés aux fournisseurs. Ensuite ici on va un peu paramétrer ce qu'on appelle les paramètres d'extraction, en fait, tout simplement,
où, pareil, encore une fois, c'est des choses qu'on va donner à notre modèle de langage pour qu'il comprenne bien ce qu'il a à faire et qu'il ait des exemples. Donc là, en fait, ce qu'on va paramétrer ici, on va mettre ici un petit script. Ça, en gros, c'est pour dire que notre format de sortie, il faut qu'il ressemble à ça. Parce qu'on va aller récupérer donc, des infos sur la facture. Et là, quand j'écris ça, je dis que voilà, j'ai envie qu'il y ait... on peut voir le nombre, le montant total TTC, le montant total hors taxe, la date de la facture, le fournisseur, etc. Voilà, ça doit être structuré comme ça. C'est le format de sortie, en fait, qu'on va paramétrer en mettant ça ici, en mettant objet, etc. Ensuite, on va donner un système prompt. Donc ça, c'est le prompt qu'on va donner à notre modèle de langage par la suite pour lui dire quoi faire, tout simplement, pour qu'il extrait la bonne donnée de la facture. Donc là, on commence par le client sera toujours restaurant. Bon, là, j'ai masqué le nom de mon client, évidemment préciser le client pour pas que le modèle s'en mêle les pinceaux entre le fournisseur et le client parce qu'il pourrait se tromper. Donc il faut bien préciser quel est le nom du client. Et ensuite, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit d'extraire le fournisseur qui est sur la facture parmi cette liste de fournisseurs possibles. Et donc ça, vous vous rappelez, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On a récupéré les fournisseurs possibles. Donc là, on va lui donner, vous voyez le résultat ici, on lui a donné tous les fournisseurs possibles. Donc on lui demande ensuite d'extraire le numéro de facture. Le numéro extrait doit correspondre au même pattern que celui indiqué dans la liste exemple. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, dans le prompt, on peut donner comme ça l'exemple. Parce que les LLM, de façon générale, quand on leur donne un exemple, ça marche beaucoup mieux. C'est important, en tout cas dans les prompts, de le faire pour vraiment minimiser les erreurs et qu'au final, on n'en ait aucune parce qu'on a bien structuré le format de sortie, on lui a demandé de choisir parmi des exemples, on fait les choses un par un, etc. C'est cette accumulation un petit peu de choses bien pensées qui fait qu'à la fin, ça marche tout le temps. Donc voilà. Donc on fait ça, on extrait la date de la facture, ok, d'autres trucs, la liste des montants totaux, etc. Ok. Donc je pense que ça vous avez compris. Donc ça c'est les paramètres et ensuite la data. Donc ça c'est le PDF. Donc c'est le truc en base 64 qu'on a fait tout à l'heure. Donc il y a quelques minutes, on le récupère et on le met ici. Donc là en fait on a tous nos paramètres toutes les choses dont on a besoin pour nourrir le LLM. On lui donne le format de sortie, on lui dit ce qu'il doit faire avec des exemples. C'est celui du milieu, système prompt. Le format de sortie, c'est celui-là. Celui du milieu, c'est système prompt. Et on lui donne évidemment la pièce jointe, entre guillemets, comme si vous utilisez ChatGPT, la pièce jointe qui est ici le PDF de la facture. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour appeler un modèle de langage, et ici un modèle de vision, en l'occurrence, qui fait aussi vision, pour aller extraire ces informations générales. Et donc là, on passe, comme vous pouvez le voir, à Gemini. Donc là, on choisit Gemini 2.5 Flash, qui est un modèle assez petit en fait, en termes de paramètres, qui va être par exemple plus petit que celui-ci qu'on va utiliser après, qui est le Pro. Donc un modèle un peu plus petit. Pourquoi? Parce que il n'y a que 4-5 infos à extraire sur une facture, c'est quand même pas beaucoup, donc on n'a pas besoin de prendre un gros modèle pour ça, ça coûtera moins cher, ça sera plus efficace, ça sera plus rapide, donc ça sert à rien de prendre un énorme modèle avec plein de paramètres pour faire ça. Donc là, on utilise un nœud Gemini. Alors là, c'est un HTTP request, donc on l'a fait à la main. Il me semble que récemment, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que récemment, ils ont rajouté... Ouais, voilà. Ils ont rajouté les nœuds Gemini. Donc là, vous n'êtes pas obligé de faire ce nœud personnalisé comme vous pouvez le voir. Vous avez directement dans N8N, vous pouvez le faire et vous choisissez le truc qui correspond à ce qu'on veut faire. Mais probablement que ce sera un peu moins personnalisable parce qu'on peut plus personnaliser en faisant l'HTTP request. Donc c'est pour ça que moi je recommande quand même si vous pouvez le faire avec N8N directement, je préfère, en tout cas on préfère l'HTTP request parce qu'on va pouvoir aller plus dans les détails. Voilà, globalement vous avez juste à mettre la même chose que moi, vous pouvez mettre pause. Et ici, il n'y a que ça à faire, donc vous pouvez mettre pause et mettre la même chose. Et donc globalement, ce qu'on va demander à Gemini, on va lui mettre justement notre système prompt qu'on a fait juste avant, on va lui mettre notre PDF qu'on a vu juste avant, et on va lui mettre les instructions de sortie qu'on a fait juste avant. Voilà, tout simplement. Et donc il va avoir tout ce qu'il faut pour nous sortir les infos. Donc c'est ce qu'il a fait, on voit qu'en output il a sorti, alors on va peut-être mettre ici, voilà, on voit qu'un LLM, quand vous lui posez une question, il vous répond sous forme de texte. Donc c'est pour ça que dans
dans l'objet texte, ici, j'ai un gros texte. Ça, nous, ça, c'est pas très pratique parce que ça va pas être facile à utiliser pour la suite de l'automatisation. Donc, ce qu'on fait dans le prochain nœud, c'est que on va un peu améliorer encore une fois, cette structuration des données. Donc, on se rappelle, hein, on avait un test, il nous a sorti le fournisseur, des restructurations, il a bien sorti le numéro de facture, il a bien sorti la date de la facture, enfin bref, il a sorti tout ce qu'on voulait, mais il nous l'a mis comme ça, un peu en vrac, on va dire. Et nous, on a envie que ce soit justement comme ça, vous voyez le résultat, en face d'un objet comme ça dans NBTN, donc fournisseur, on a le nom du fournisseur, numéro de facture, parce que derrière, on va pouvoir glisser ces informations dans les différentes cases dans la suite de l'automatisation. Et donc, ce sera beaucoup, beaucoup plus pratique et beaucoup plus efficace et beaucoup plus clair. Donc, c'est à ça que sert ce nœud. Et donc, c'est ce qu'on fait. NBTN nous permet de paramétrer cette donnée beaucoup mieux en mettant ces petites formules ici. Voilà. Donc, ici, c'est ce qu'on fait. Donc, on a extrait toutes les informations générales. Bon, ça, on s'en fiche. Pour les exécutions, c'est pour nous. OK. Donc là, pour récapituler, donc on a téléchargé notre PDF, on a donné des exemples à notre de fournisseurs de numéros pour que derrière le modèle soit bon pour aller chercher les bonnes informations. Et ensuite, on a appelé le modèle pour qu'il le fasse. Et on a un peu restructuré la donnée pour pouvoir l'exploiter mieux ensuite. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a fait. donc voilà, pour l'instant, en fait, on n'a pas fait grand-chose. On a juste récupéré des informations générales qui sont liées aux fournisseurs, etc. Bon, par contre, qui vont être très utiles pour la suite, évidemment. Mais on a juste fait ça. Alors ici, on utilise Gemini, hein. On pourrait utiliser Mistral, on pourrait utiliser d'autres modèles de vision. Mais nous, de tous nos tests, on trouve que Gemini, c'est clairement... Enfin, Gemini a c'est celui de Google, hein, du coup, a une fiabilité qui est supérieure à celle de Mistral. Et comme là, on veut, sur ce type de use case, de cas d'usage, une fiabilité à 100%, eh ben, on ne va pas utiliser Mistral qui va être fiable à 90-95%. On va utiliser Gemini parce que vous allez voir par la suite, il va être fiable à 99-100%. Donc on va préférer utiliser Gemini et on a vraiment testé, comme vous voyez, sur des factures qui sont pas où il y a beaucoup d'écriture, parfois c'est écrit en petit, etc. Et avec Gemini, ça fonctionne extrêmement bien. Il n'y a pas d'erreur. On a pointé sur des centaines de lignes. C'est assez fou. Et donc ça marche avec Gemini. Donc encore une fois, je vous donne une très bonne info. Si vous voulez faire de l'OCR, donc de la reconnaissance d'image comme ça, utilisez Gemini. Le gros modèle de Gemini, en particulier le Pro, c'est ce qui va vous permettre d'avoir les meilleurs résultats. Mais en soi, on pourrait aussi utiliser Mistral ou d'autres modèles. Mais ce serait un peu moins fiable. Donc là, voilà, on a juste fait ça. Maintenant, premier mécanisme de sécurité ici, je vais aller vite là-dessus pour gagner un peu de temps. On va vérifier qu'il y a des doublons. On l'avait vu tout à l'heure, il me semble, je vous avais montré qu'il y avait certaines factures qui étaient en doublon parce que parfois le client peut sans faire exprès mettre plusieurs factures sans se rendre compte qu'il a mis exactement la même juste avant, en fait, tout simplement. Et donc, le problème, c'est que si on ne prend pas en compte dans le système, ça va causer plein de soucis après, les données sont biaisées. Donc, comment on fait? Bon, c'est pas très compliqué. On demande en fait à Google Sheet de... Alors, qu'est-ce qu'on fait déjà? Oui, ok. On demande en fait à Google Sheet de nous sortir tous les factures qui correspondent au nom de fournisseur, donc on vient d'extraire, et au numéro de la facture. Donc en fait, on va dans les factures traitées. Donc on va un peu par la fin de l'automatisation, on va dans les factures traitées, et on regarde du coup si Sheet nous trouve une facture qui correspond à ce qu'on vient de sortir. Et donc en fait, si il nous trouve, ça veut dire que la facture a déjà été traitée, tout simplement. Donc s'il nous trouve, ça veut dire que la facture, elle a déjà été traitée et donc on arrête l'automatisation parce qu'on passe à la prochaine facture, tout simplement, ça s'arrête. Et si par contre il ne trouve rien, donc il ne trouve pas ce numéro de facture avec ce fournisseur-là, et ça continue, donc ça veut dire que la facture n'a pas été traitée forcément, et donc on peut continuer l'automatisation. Premier mécanisme de vérification, bon c'est un petit if, hein, c'est pas très compliqué, hein. C'est juste ça qu'il faut, il faut faire comme moi, il faut faire ça, il faut demander en fait à ce qu'il nous trouve, et puis ça fonctionne. Ok, donc premier mécanisme de vérification. Ensuite là maintenant on va rentrer dans des choses un peu plus subtiles, un peu plus techniques, mais bon, une fois qu'on a compris, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est aussi ce qui fait la valeur de cette automatisation. Donc maintenant qu'on a récupéré les infos générales, on va vouloir récupérer les produits et on va vouloir faire une standardisation. On va devoir faire une double standardisation aussi, une standardisation des unités et une standardisation des noms des produits.
Pourquoi on fait ça? Je vous l'ai un peu expliqué tout à l'heure. Bon, standardisation des unités, parce que en fait, sur les factures, on va avoir plein d'unités. Je vais vous donner un exemple, mais c'est pas tout le temps des kilos, des grammes, des machins. Ça peut être plus compliqué que ça. Et parfois, vous pouvez avoir voilà, des BTE, des BR, des CL, des FUT, des GRS, machin. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est faire une liste d'équivalence comme on a fait ici, et on va standardiser. Donc, je vais vous montrer un peu comment on s'y est pris pour faire ça. Et de la même manière avec les produits, bah, le problème, c'est que quand on va dans les données brutes, donc sur les factures là qu'on a fait ensemble, bah, vous voyez que parfois on a, bon là ça va, c'est pas trop, c'est pas des, ah non bah là il est standardisé, voilà, l'article original pardon, bah vous avez steak dessus, palette, VB 150 machin bidule, mais ça, nous on s'en fiche, en gros c'est du bœuf quoi. Voilà. donc, donc l'article standardisé, nous ce qui nous intéresse c'est de savoir combien ça nous a coûté le bœuf et pas combien ça nous a coûté le steak dessus palette VB. Donc elle est indispensable, je dirais, cette standardisation à faire, à la fois des unités et à la fois des noms, parce que sinon, ça ne va pas vraiment être exploitable. Et notre donnée, certes, on va récupérer de la donnée, mais on va pas pouvoir l'utiliser en fait et en faire sortir des chiffres qui sont pertinents. Donc, on est obligé de faire un petit peu ces choses-là pour que ça fonctionne. Alors, je vais essayer de vous expliquer simplement. Bon, c'est deux fois d'affilée, c'est le même principe. Hein. Donc, une fois que vous avez compris de la première fois, vous allez comprendre la deuxième. Donc, pour les unités, qu'est-ce qu'on fait? Un peu comme les fournisseurs, on va récupérer notre Google Sheet unité que je viens de vous montrer là juste avant, hein, celui-ci. Alors, il est où? Il est là. Voilà, on va récupérer ça. Encore une fois, pour donner un exemple à notre modèle de langage, pour qu'il sache que des CL, parce que lui, il ne le sait pas de base, hein, si vous ne lui dites pas que des PU, c'est des pièces, a priori, il va pas s'en rendre compte, hein, tout simplement. Donc il faut lui préciser. Donc ça va nous permettre donc d'avoir un exemple. Donc on récupère les unités. Ensuite, bon, comme d'habitude avec Sheet, la mise en page, elle n'est pas comme on veut. Donc là, on va mettre ce petit nœud ici. Vous avez juste à mettre ça ici pour qu'à la fin, la standardisation, il y a une petite flèche que BQT, BQ, ça veut dire parquet. C'est pour le mettre sous ce format-là. Donc c'est à ça que sert ce petit nœud. On agrège encore une fois les données comme tout à l'heure, comme on avait fait ici, pour que ça fasse un seul bloc, pour qu'on puisse tout donner directement à notre modèle de langage. On définit nos paramètres d'extraction quand on va utiliser notre modèle de langage qui va à la fois, alors là il va à la fois sortir les produits et avec les bonnes unités en fait, on va faire les deux en même temps. Donc là, toujours pareil, on lui donne un format de sortie. Donc comme vous pouvez le voir, voilà un format de sortie. On va lui dire d'avoir le nom de l'article, le prix total hors taxe, le prix unitaire, la quantité facturée, la date de livraison, etc. Donc format de sortie, un prompt. Donc vous pouvez lire le prompt, mettez pause pour voir en détail, mais globalement sa mission c'est juste à partir d'une facture, d'extraire une liste propre et structurée de produits. Voilà, donc on va lui demander d'extraire tous les produits. On lui donne un petit peu des indications, etc. pour l'aider avec des règles et tout. Et à la fin, standardisation des unités. Parce qu'on va vouloir qu'il fasse bien les conversions des unités. Et donc là, on a rajouté ce qu'on a fait juste avant. Enfin l'exemple en fait. L'exemple qu'on a formaté, qu'on a bien mis en page pour le donner dans notre prompt qu'on va ensuite donner à notre modèle de langage. Et ensuite, on lui donne évidemment toujours le PDF. Hein, sinon, si on lui donne le PDF, il va extraire de la donnée de rien du tout. Donc ça va pas fonctionner, forcément. Donc voilà. Et donc là, quand on extrait le produit, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que cette fois on utilise Gemini Pro parce que là, un plus gros modèle, parce que parfois les factures peuvent être longues, donc les gros modèles ont un meilleur mécanisme d'attention. Et donc on va préférer utiliser un plus gros modèle qui coûte plus cher pour éviter qu'il se perde, qu'il s'arrête au milieu, ce genre de choses. Ce qu'on veut évidemment éviter. Et donc là, si vous utilisez un gros modèle comme Gemini 2.0, 2.5 Pro qui a qui a beaucoup de paramètres et qui peut avoir beaucoup de contexte, ça pose en général pas de soucis. Enfin, il n'y a aucun souci, en tout cas, nous, on n'a jamais eu de souci. Mais c'est pour ça qu'on n'utilise pas un petit modèle comme ici. Donc, voilà, on fait toujours pareil, l'HTTP request, on lui donne le format de sortie, on lui donne le PDF, la facture, et on lui donne... Non, ça c'est le format de sortie, on lui donne le prompt ici, bon, je me suis trompé, on lui donne le prompt ici, le PDF et le format de sortie. Ok. Donc, on donne tout ça. Comme tout à l'heure, en fait, il va extraire de façon dégueulasse. Voilà, vous voyez que là, dans l'input, on a
un texte ici, il va nous sortir tous les produits. On voit qu'il a bien sorti hein, le produit, voilà, nom article, haricot vert, prix total, machin. Il a bien tout sorti comme on lui a demandé, mais c'est tout dans le texte. Donc là, on utilise un petit nœud ici pour que ça se transforme de façon beaucoup plus propre. Ici, voilà, qu'on ait tous les produits. On voit qu'on a produit 0, produit 1, produit 2, produit 3, et on a tous les détails à chaque fois sur chaque produit. Rappelez-vous, hein, dans les données brutes, après, ce qu'on va ajouter, c'est vraiment produit par produit, hein. On ajoute chaque ligne de produit. Donc c'est pour ça qu'on fait vraiment produit par produit. Et c'est pour ça qu'ici, on a vraiment tous les produits. Ok, et aux bonnes unités directement. Parce que c'est ce qu'on a paramétré ici. Donc ça, c'était pour... donc vous voyez, c'est un peu le même mécanisme que tout à l'heure. Donc c'était pour la standardisation des unités. Et en fait, vous le voyez ici avec le nœud qui part ici. Le nœud, il part comme ça. Il lance cette partie-là, mais on lance aussi cette partie-là. Et ensuite, les deux parties vont se merger, donc se fusionner à cet endroit-là. Donc là, on a vu la première partie. Donc on a vu la première partie où c'est là. Ensuite, bon, j'ai pas dit on split out. Bon, c'est encore une fois, c'est juste pour du formatage de données pour après l'utiliser plus facilement après. Donc vous avez juste à faire un split out ici. Donc là, on a vu le premier chemin. Le premier chemin, donc on a récupéré des infos pour aider notre futur modèle de langage ici à bien structurer, à bien trouver les unités, en fait. Donc donc non seulement à bien convertir les unités, mais aussi à extraire tous les produits comme on voulait avec un certain prompt qu'il y avait derrière, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a fait ici, et on est arrivé à une situation où on a tous les produits. Voilà, on a tous les produits qui sont bien extraits avec toutes les infos qu'on voulait et dont on avait besoin. Et en parallèle de ça qui se lance, on a aussi la récupération de la standardisation des noms. Donc là, ici, pour faire simple, on va vouloir faire ce que je disais tout à l'heure, que en gros le steak machin, ça devienne du bœuf. Donc comment on fait? On va dans notre Google Sheet, on va récupérer ici. Oui, alors là, c'est une petite astuce qu'on a faite, parce que dans Google Sheet, c'est pas forcément évident de récupérer les feuilles qu'on veut, etc. Enfin, en tout cas, de numéroter les feuilles. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que dans notre synthèse mensuelle, on va chercher la dernière ligne, ici, le mois de la dernière ligne. Donc on va chercher la dernière ligne, c'est ça. Et donc ici, par exemple, c'est août. Et donc en fait, ça va aller dans août. Et nos standardisations de produits, ils sont là en fait. On les a fait. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je dis que courgette, courgette verte, courgette fraîche, courgette 14, 21, etc. C'était courgette. Elle est là en fait, notre standardisation. Donc ça, c'est un truc qu'il faut faire. Donc soit vous le faites vous, soit vous le faites avec le client, soit c'est lui qui le fait. Mais vous devez faire cette standardisation. Et une fois qu'elle est faite, bah en fait, là, ce qu'on fait dans l'automatisation, c'est qu'on va la chercher. Donc, on a récupéré que c'était le mois d'août. Donc, ensuite, dans le système, on va aller directement au mois d'août, donc à la feuille août 2025, ici. On va directement aller à août 2025. On regarde que le nom de la feuille, bon, ça, c'est pour récupérer la bonne ligne. Bon, ça, je vous épargne les détails. On va chercher, du coup, les infos. Donc là, ici, ce qu'on fait, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, on récupère toutes les données sur ces cases-là, donc de B11 à J, là, comme ça. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est juste de récupérer tout ça, hein. On est en train de récupérer tout le tableau. Voilà. Donc on récupère en fait tout le tableau. Encore une fois, pour donner un exemple à notre modèle de langage de comment il va devoir standardiser les choses, enfin lui dire que ces trucs-là, ces courgettes, toutes ces formes de courgettes, là, tous ces noms de courgettes, il faut traduire ça en courgettes. C'est juste pour ça qu'on fait ça, c'est pour qu'il comprenne, c'est pour lui donner un exemple et qu'il ait de l'info, sinon il ne peut pas le deviner. Il faut forcément qu'on lui donne l'exemple. Donc voilà, on récupère tous les produits. Bon, ça, c'est des mécanismes pour éviter qu'il y ait des problèmes, si il y a des erreurs. Donc, on va pas récupérer dans le sheet là, quand je viens de vous montrer là, toutes les cases. On va pas récupérer les cases qui sont vides. Voilà, tout simplement. Et on va enlever automatiquement les duplicats. Donc, s'il y a des doublons, encore une fois, c'est pour éviter qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des choses qui se comptent en double, etc. Voilà. Ensuite, de la même façon que précédemment, c'est toujours le même système. Je pense que vous commencez peut-être à bien comprendre comment ça fonctionne. On va encore une fois donner un exemple à notre LLM par la suite. Donc vous voyez que le résultat de faire ça là, donc de mettre cette petite formule ici, ça va être que courgette, courgette verte, courgette fraîche, courgette machin, ça devient courgette. Et donc ça, c'est ce qu'on va donner en fait à notre LLM juste après.
On agrège tout pour pouvoir tout donner dans un seul bloc, comme on a fait à chaque fois là, pour la quatrième ou cinquième fois. Et là, on arrive au merge. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous avez vu qu'on a extrait donc chaque produit avec les bonnes quantités, les bonnes infos, les prix, etc. Et donc en même temps, on a fait tout ce qu'il fallait pour que on sache que tel produit, donc avec le nom brut, on puisse l'associer avec la standardisation qu'on a définie. Et donc c'est pour ça que les deux vont se rejoindre à ce moment-là. C'est parce qu'à ce moment-là, on va les fusionner et on va dire au LLM, bah voilà, maintenant je donne tous les produits avec les noms de base, donc les noms qui sont compliqués. Je te donne toute notre règle de standardisation qu'on vient de définir, donc juste ici, nos règles, etc., les exemples, etc. Et maintenant, toi, modèle de langage, mappe les deux. Fais le lien entre les deux. Donc tu fais que ça, c'est égal à ça c'est égal à ça c'est égal à ça, etc. C'est ça qu'on est en train de faire. Et donc là, on appelle un modèle de langage et ce qu'on lui dit, donc de façon très simple, on lui dit, ici le prompt, il est là. On lui dit quoi? On lui dit que tu es un expert dont la tâche exclusive est de standardiser le nom d'un article. Voilà, donc c'est bien ce que j'ai dit, on fait le mapping. À l'aide d'une table de conversion de référence. En entrée, tu reçois un objet, donc article, déjà extrait d'une facture, tu dois analyser, etc. Process de standardisation, enfin voilà, c'est un prompt très classique. Et on lui donne notre table de standardisation qu'on a fait dans notre workflow, qu'on a obtenu là-bas, là, hein, qu'on a obtenu ici. On lui donne notre exemple de standardisation, on lui donne évidemment le produit, voilà le produit ici, on lui donne le produit, on lui dit quoi faire, et quand on lui dit quoi faire, on lui donne en même temps la table de standardisation pour que il sache comment le faire. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser un gros modèle pour ça, hein, parce qu'il faut juste faire des équivalences, enfin trouver, remplir les cases, entre guillemets, je sais pas comment expliquer ça, il faut juste mapper les informations. Donc là, on utilise le 2.0 Flash qui est rapide. Et puis ce qu'on peut faire aussi, ce que je vous conseille maintenant, hein, c'est assez récent, on peut mettre Enable un fallback model, que s'il y a un problème avec le modèle, pour X ou Y raison, on a un modèle en backup. Donc là, par exemple, on a mis GPT-4.1 mini, et que ça fonctionne quand même. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Et donc une fois qu'on a fait ça, globalement, vous voyez qu'ici c'est bon. Enfin, on a le produit qui s'est bien mis avec le nom standardisé qui est ici haricot vert. Alors ici, pour ceux qui se demanderaient, donc l'output parser, en fait, parce que là, comme on utilise déjà un nœud qui est fait par N8N, contrairement à quand on utilisait ici des HTTP requests, donc des nœuds personnalisés qu'on a fait nous-mêmes, ici, ce que j'ai dit tout à l'heure, où la donnée, elle était en vrac et on utilisait ça pour que ce soit bien des objets comme ça, que ce soit bien séparé pour qu'on puisse l'utiliser de façon plus simple après. Bon, l'output parser, ici, c'est ce qui permet de faire ça, en fait, hein. Vous voyez qu'on avait donc le LLM, il a donné du texte, comme tout à l'heure. Et donc là, après l'output parser, on se retrouve avec des objets comme ça, avec les informations qui sont bien en face des autres, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on utilise un output parser pour la suite. Voilà, et puis là on arrive quasiment à la fin de l'automatisation. Donc après je vais vous montrer un peu sur Excel comment s'articulent les mécanismes de vérification et on aura fait le tour de cette grosse vidéo. Mais c'est bientôt fini normalement. Alors ensuite, une fois qu'on a donc mappé les produits avec son nom standardisé, qu'est-ce qu'on fait? Oui, donc là, on remet bien la donnée, voilà, on fait une sorte, on remet bien la donnée comme on veut. Donc histoire que, voilà, en sortie, là, si vous faites ça, ça va vous permettre de récupérer un petit peu tout et que ce soit bien structuré, qu'on récupère toutes les données dont on a besoin, donc le code article, le nom de l'article, le prix total, le prix unitaire, quantité, etc. Donc là, on récupère tout ce qu'on veut. Et ensuite, ici, voilà, et donc ici, on va ajouter la ligne. Oui, voilà. Si on a récupéré en fait toutes ces informations-là, c'est pour mettre à jour notre Google Sheet et pour ajouter cette fameuse ligne dans données brutes, pour ajouter cette fameuse ligne avec toutes ces infos-là que vous venez de voir. Donc fournisseur, numéro de facture, article original, article standardisé, quantité. Si on regarde vraiment ce qu'on a fait ici, on a récupéré toutes ces informations-là, ce que je vous ai dit, donc prix, nom d'article, quantité facturée, date de livraison, voilà, on a tout récupéré. Et ensuite, on a
tout mis on a rajouté notre ligne en fait. Donc là, si vous faites ça, vous allez rajouter les lignes, vous allez rajouter votre ligne produit dans votre Google Sheet. Et c'est ça qui va faire que tout à l'heure, ça paraissait un peu magique quand j'ai fait que tous les produits se rajoutent les uns à la suite des autres avec toutes les informations dont on a besoin. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais c'est quand même assez bluffant, c'est quand même assez impressionnant. Donc on rajoute tout. Ici, on a un petit mécanisme de vérification, on va faire la somme. Donc parce que là, ce qu'a fait notre LLM, c'est donc qu'il a pris produit par produit, il a récupéré les prix pour chaque produit, pour chaque ligne, et donc pour vérifier, ça va nous aider pour faire notre mécanisme de vérification. On va sommer en fait tous les prix qu'on a récupérés. On va sommer tous les prix qu'on a récupérés et on va voir si cette somme, en fait, elle correspond au prix général de la facture qu'on a récupéré tout à l'heure, qu'on a récupéré plus tôt. Au prix général de la facture qu'on a récupéré quand on a extrait les informations générales. Et si ça correspond, en fait, si ça correspond, c'est qu'il n'y a pas de problème et que les prix et que notre modèle en fait a été 100% fiable et qu'il ne s'est pas trompé en fait sur l'extraction de chaque ligne. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on fait une somme de tous les prix qu'il a trouvé lui quand il a fait ligne par ligne et ensuite ici. Et ensuite ici, ça c'est une astuce que je vous donne, donc quand vous faites des sous-workflows comme ça, à la fin de votre sous-workflow, vous mettez bien, encore une fois avec toujours le même type là, de nœud, vous mettez bien toutes les données comme vous voulez, avec les objets en face, parce que vous allez pouvoir les utiliser dans la suite du workflow, puisque là on était là, on était là-dedans, pour justement les 2 dernières étapes. Donc là, on récupère toutes les choses, toutes les variables qu'on va utiliser sur la fin du workflow. Donc le statut, le nom, la date de la facture, le fournisseur, le numéro de facture, le total hors taxe, tout ça. Pourquoi? Parce que à la fin du workflow, on va pouvoir move, donc ça j'ai déjà expliqué tout à l'heure, de facture en cours de traitement, ça va passer en facture traitée. Et on va rajouter donc ici la ligne de la facture. Donc on va rajouter la ligne de la facture, donc c'est ce qu'on avait montré ici, facture traitée. La ligne va se rajouter ici. Donc là, c'est ce qu'on fait vraiment à la toute fin du workflow. Et donc pour revenir sur la petite somme là qu'on faisait ici, la petite somme qu'on faisait ici, comment est-ce qu'on va pouvoir voir justement qu'il n'y a pas eu de problème et qu'on ne s'est pas trompé? Quand on va dans notre tableau, on regarde ici, voilà, le montant hors taxe calculé, c'est ce qu'on a fait justement avec notre LLM, avec Gemini en l'occurrence. Donc il a extrait ligne par ligne, ensuite on a tout additionné, et on se retrouve avec 653,44 euros. Et sur le montant total de la facture qu'on a récupéré à un autre moment dans l'automatisation, on est à 655,20. Alors là, vous pourrez me dire, mais ça marche pas ton truc. Ça marche pas ton truc, ça devrait être égal au centime près, sinon ça veut dire qu'il y a des prix où il s'est trompé, il a pas... Enfin, qu'est-ce que c'est que ton truc? Tu m'as dit que c'était 100% fiable, c'est pas du tout 100% fiable en fait. Bon, en fait, si c'est fiable, c'est juste parce que dans les factures, il y a des factures en fait qui ont ce qu'on appelle des frais cachés, qui sont souvent des frais de gestion, de livraison, etc. et qui vont représenter quelques euros. Donc ici, on voit que c'est la différence elle est... Ici, pardon, la différence elle est très faible, hein, elle est de 1 euro et quelques, en général c'est moins de 1%, mais en fait c'est pas des frais qui correspondent à un produit. Donc forcément, nous, comme on a récupéré des produits, les prix des produits, etc., on les a pas récupérés ces frais-là. Mais en fait, on s'en fiche parce que ils sont pas significatifs ces frais, ça correspond pas à un produit, donc dans une optique de contrôle de gestion, c'est pas pertinent, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est combien nous coûte chaque produit en fait. Donc on va pas prendre en compte dans le contrôle de gestion des frais qui sont pas liés au produit, tout simplement. Donc, mais par contre, voilà, s'il y avait eu un écart entre les montants là qui est vraiment significatif, où il y a 50 euros, 100 euros, 200, 300 euros d'écart, là il y aura un problème. Donc là, avec tout ce qu'on a mis en place, toutes les sécurités, étant donné que le système est vraiment bien pensé et bien conçu, bon, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, si pour X ou Y raison que j'ignore, il y a un problème, on le verra tout de suite dans les écarts. Et c'est ça qui fait qu'aussi cette automatisation a de la valeur, c'est qu'on peut, même nous en tant que dev, entre guillemets, enfin quand on suit la gestion un peu de la solution, on est assez tranquille parce qu'on voit que ça marche bien et on a mis en place ce qu'il fallait pour être sûr que ça fonctionne bien, tout simplement. Donc bon, on a ce premier mécanisme en fait de vérification ici qui est quand même assez important, mais en réalité,
Il y en a d'autres. Donc ici, on a un autre mécanisme. Par exemple, on a une petite formule ici qui fait que voilà, on a un zéro d'écart, ça veut dire que tout va bien. Et en fait, c'est un autre mécanisme de vérification que si le client fait n'importe quoi, ici ça va être en rouge, enfin, le numéro de facture va apparaître en rouge. Et donc on va savoir qu'il y a un problème si jamais il a supprimé des lignes dans les factures, qu'il les a rajoutées, etc., qu'il a fait n'importe quoi. On le saura tout de suite et on sera au courant, moi, c'est notamment avec des systèmes comme ça. Donc justement, j'avais dit au début de la vidéo, au début de la vidéo pardon, que je vous en montrerai un peu plus sur les mécanismes de vérification. Donc en particulier, un mécanisme ici là, qui est très pratique, hein, qui est vraiment pertinent et qui apporte pas mal de valeur, c'est notamment grâce à ces deux formules. Euh, Ici, en fait, ce qui se passe, vous voyez qu'il y en a trois qui sont en rouge, tout simplement parce que c'est en rouge, en fait. C'est en rouge quand l'article standardisé ici, donc dans les données brutes, quand on a ajouté chaque produit, il n'est pas dans la feuille du mois. Donc là, typiquement, le mois ici, c'est donc 7. Donc si je ne me trompe pas, 7 c'est juillet. Mais en fait, si on va en juillet et qu'on regarde ici les articles standardisés, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas, il y a pas ça en fait. Il n'y a pas arôme, il n'y a pas chocolat, il n'y a pas papier cuisson. Et ça, c'est un problème parce que s'ils ne sont pas sur la feuille du mois, étant donné qu'en fait tout est calculé par rapport à cette feuille, bah, du coup, on va avoir des coûts en moins. Donc forcément, encore une fois, nos données financières vont être faussées. Et donc le fait ici qu'on a cette case qui se met en rouge, ça veut dire attention, parce qu'en fait, ce qui peut se passer tout simplement, hein, c'est pas lié au système, hein. Ce qui se passe tout simplement, c'est que bah, d'un mois sur l'autre, on peut acheter un nouveau produit qu'on n'avait pas acheté le mois d'avant. On peut acheter un nouveau produit, des trucs liés à la saisonnalité, etc. Enfin, pour plein de raisons. Et donc, il faut faire attention à ça, de bien les rajouter notre tableau ici de juin pour que bah, tous les produits soient comptabilisés, même les nouveaux, par exemple, typiquement, qu'on n'aurait pas acheté le mois d'avant. Parce que voilà, c'est tous les mois, en fait, tout simplement. Et donc, on va pouvoir à chaque fois récupérer la liste des standardisations du mois d'avant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Je vais vous montrer un petit bouton ici, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui permet de générer le mois d'après automatiquement. Ça, c'est le bonus pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin. C'est assez fou à regarder. Enfin, c'est vraiment un effet waouh. Normalement, vous n'avez pas ça sur votre Google Sheet. Nous, on l'a. Mais donc, voilà, en fait, on va pouvoir, avec ce mécanisme, encore une fois, de vérification, c'est cette formule, en fait, qui fait ça. On va pouvoir. Donc, c'est des formules voilà, donc soit vous pouvez les reprendre telles quelles. Après, on les explique plus en détail forcément dans mon écosystème, puisqu'il y a le blueprint, donc vous avez déjà tout qui est déjà fait, vous n'avez pas besoin de les refaire. Sinon, bah, vous pouvez demander tout simplement à l'IA de vous faire les formules et elle va vous aider à les faire. Et en soi, c'est pas très compliqué une fois qu'on a un peu compris comment ça fonctionnait. Mais là, l'idée, c'est juste qu'il regarde si bah, ça, c'est dans le tableau correspondant, est-ce que ça y est ou est-ce que ça y est pas, et si ça y est pas, bah, ça se met en rouge. Voilà, c'est tout, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Mais au moins, le client le voit tout de suite et il peut aller dans le bon mois, rajouter bah, les standardisations qui manquent. Et donc ça, c'est encore une fois un bon mécanisme de vérification qui fait toute la différence sur ce genre d'automatisation. Là, pareil, facture. Là, ici, bon, là, tout est trou parce qu'il n'y a pas eu de problème. Mais s'il y avait eu un problème, on aurait le numéro de facture qui se serait mis en rouge parce qu'il y aurait eu un doublon en fait lié à une erreur souvent de manipulation, ce genre de choses. Grâce à ce genre de formule, on va le savoir direct et c'est ce qui fait que ce système est vraiment cool quoi. C'est pour ça que je suis très content de ce système. C'est parce qu'on peut vraiment dormir sur nos deux oreilles. Il n'y aura pas de problème de base et puis s'il y a un problème, on le saura tout de suite donc on pourra le résoudre très simplement. Donc ça, c'est deux mécanismes de vérification. Il y en a un troisième euh, il y en a un troisième, alors je sais plus si je vous l'ai déjà montré celui-là. Je me perds un peu avec tout ce que je vous montre, avec toutes les données, etc. Voilà, c'est assez costaud hein, c'est assez costaud comme automatisation, on va pas se mentir. Donc, données brutes, non, c'était dans facture traitée. Voilà, donc c'était celle-ci, mais bon, celle-là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez vraiment savoir comment on a fait ça, bah, rejoignez mon écosystème et vous saurez. Sinon, après, c'est pas indispensable. Le système, il est déjà bien fiable tel qu'il est avec tout ce que vous avez vu dans cette vidéo. Vous êtes capable de faire quelque chose, peut-être à plus petite échelle, peut-être un petit peu simplifié, mais qui est déjà très très bien et qui fait l'affaire. Mais si vous voulez vraiment que ce soit parfaitement optimisé, bah, n'hésitez pas à rejoindre l'écosystème pour savoir ce qu'on a mis ici. Et voilà, la dernière chose que je vais vous montrer pour finir cette vidéo, et ça fera une bonne conclusion de la vidéo,
Ce qu'on fait encore, on a vraiment, pour vous montrer qu'on a vraiment pensé à tout et qu'on a vraiment travaillé ce système sur plusieurs mois, on a rajouté du coup ce petit document parce que, bon, là ça s'arrête à août, mais évidemment, lui après, il va falloir qu'il génère septembre. Enfin, va falloir générer la fiche septembre. Donc là, vous pourriez me dire, oui, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer la page. On va dupliquer la page, on va la mettre en septembre, etc. Bon, en fait, on peut pas faire ça parce que là, si vous faites ça, comme nous, on a mis ce qu'on appelle des mises en forme conditionnelles, notamment avec des formules comme ça ici, bah, ça va tout casser. En fait, ça marchera pas. On peut pas le faire. Or, elles sont importantes ces formules parce que ça lui permet de voir d'un coup d'œil, de façon visuelle, là où il gagne de l'argent, là où il perd de l'argent, etc. Donc, on veut les garder. Et donc, comment on fait pour automatiquement bah, générer le mois d'après? Bah, en fait, on appuie tout simplement sur générer le mois suivant, créer le mois suivant. Là, en fait, il y a un code qui est en train de s'exécuter pendant que je vous parle. Et voilà. Et là, j'ai le mois de septembre qui vient de se créer. Donc, je ne sais pas si vous saviez qu'on pouvait faire ça sur Callsheet, mais on peut le faire, notamment via le bouton extension et AppScript. Et après, bon, il faut mettre un gros code là-dedans parce que là, il n'a pas juste dupliqué la page en fait, hein. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé la mise en forme conditionnelle. On a clean toutes les données ici. Donc en gros, si, parce que forcément les ventes elles vont changer d'un mois sur l'autre, donc toutes les données ici elles sont, bon là elles étaient vides, mais s'il y avait eu des données, donc elles sont effacées, elles sont mises là. Il a mis à jour le mois qu'on voit en haut à gauche, parce qu'on se base là-dessus dans toute l'automatisation et dans tous les tableaux, etc. Et donc voilà, même le client, il a vraiment juste pour générer la nouvelle feuille du mois suivant, il a juste à appuyer sur un bouton, quoi. Donc c'est quand même très stylé. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et encore une fois, si vous voulez savoir ça, bon, ça c'est quand même particulièrement avancé. On monte dans l'écosystème. Mais là, je vais pas. Déjà, la vidéo est ultra longue, je le sais. Donc, ceux qui sont restés jusque-là, bravo, déjà. Donc, je vais pas rentrer en plus dans ce type de détails parce que là, on va vraiment très très loin pour une vidéo YouTube. Mais, euh, mais voilà, globalement, je pense qu'on a fait le tour. Et par rapport aux fournisseurs, donc ça je vous avais déjà expliqué, il y a tout qui s'est rempli, il n'y a pas de mécanisme de vérification particulière là-dessus. Ok, donc je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, c'est une grosse vidéo, c'était assez long, assez dur à tourner, clairement. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous voyez que voilà, c'est une automatisation qui a une valeur absolument folle. On automatise littéralement le contrôle de gestion, l'analyse de données. Et ça marche. Donc là, ici, dans notre cas, pour la restauration, donc là, c'est un client bon, qui fait pas que de la restauration, aussi, ils font d'hôtellerie, etc. Mais là, on était vraiment spécialisé sur la branche restauration. Mais en fait, ça marche pour tous ceux qui vendent des choses et qui ont des factures et qui ont des fournisseurs et qui ont des produits. C'est applicable, c'est personnalisable, mais globalement, il n'y a quasiment rien à changer. Toute la complexité elle a été traitée. J'ai essayé vraiment de tout vous expliquer pour que vous compreniez bah, comment on a géré toute cette complexité pour aussi que vous montiez en compétences, en connaissances et que vous soyez meilleur sur cet outil. Si vous voulez aller plus loin, évidemment, vous pouvez rejoindre bah, mon écosystème où il y a des dizaines de workflows du même acabit. Donc je vous laisse imaginer un petit peu toute la valeur qu'il y a dedans, plus de 100 membres aussi. Donc il y a aussi tout l'aspect communautaire. Si vous n'avez pas envie de... Vous êtes une entreprise et que vous n'avez pas envie de créer ce genre de système, de les faire vous-même, etc., bah, vous pouvez directement bah, prendre un créneau aussi avec moi pour en discuter. Mais en tout cas, voilà, vous voyez que quel que soit votre cas, c'est vraiment ce genre d'automatisation pour moi qui va transformer la société, qui va transformer le monde du travail, qui va faire exploser la productivité des entreprises qui vont mettre en place ce genre de système. Et c'est ce que je souhaite en fait tout simplement aux entreprises françaises parce que c'est ça qui va nous permettre d'être compétitifs tout simplement dans un monde mondialisé comme on le connaît. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses, que ça vous aura intéressé, que c'était pas trop compliqué, que ça vous a pas perdu. Et puis, on se dit à très vite. Dites-moi aussi si vous voulez plus de vidéos techniques là-dessus. Il y a quand même un gros boulot pour faire ce genre de vidéos. Donc, si vous avez aimé, likez, mettez un commentaire pour dire que ça vous a plu, pour que je le vois tout simplement et que je fasse d'autres vidéos comme ça qui me demandent beaucoup d'efforts, mais qui, je le sais, derrière représentent beaucoup de valeur. Donc n'hésitez pas à commenter si ça vous a plu pour que je fasse d'autres vidéos comme ça. Et voilà. Dans tous les cas, je vous retrouve très vite. Abonnez-vous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos.